Échec inutile, prends tes enfants poubelle et assieds-toi dehors, ou sors de ma fête, cria mon père à sa fête de départ à la retraite, tandis que 200 invités regardaient, choqués. Maman ajouta, elle a toujours été une honte pour cette famille. Ma sœur se mit à rire, enfin, quelqu'un la remet à sa place. Lorsque j'ai refusé de partir avec mes enfants, il m'a giflé violemment devant tout le monde. J'ai souri malgré la douleur et j'ai murmuré calmement, tu viens de me perdre à jamais, et tu n'as aucune idée de ce qui va suivre. 3 semaines plus tard. Je m'appelle Elena et je suis une mère célibataire de 32 ans, avec 2 beaux enfants, Nora, 8 ans, et Miles, 6 ans. Ce qui s'est passé à la fête de départ à la retraite de mon père il y a 3 semaines a tout changé, et je veux dire absolument tout. Mais laissez-moi commencer par le début pour que vous compreniez toute l'histoire. Grandir dans la famille Mitchell, c'était comme marcher sur des œufs tous les jours. Mon père, Franklin Mitchell, était un cadre supérieur prospère qui s'est hissé au sommet d'une grande entreprise pharmaceutique. C'était le genre d'homme qui exigeait la perfection de tous ceux qui l'entouraient, en particulier de sa famille. Ma mère, Irène, était sa parfaite femme trophée qui partageait son point de vue sur le maintien de la réputation de la famille à tout prix. Et puis il y avait ma sœur, Belle, de 2 ans ma cadette, qui avait réussi à être tout ce que mes parents voulaient d'une fille. Belle a obtenu son diplôme summa cum laude de Harvard, a épousé un riche banquier d'investissement nommé Spencer et a donné à mes parents 2 petits-enfants parfaits qui fréquentaient des écoles privées d'élite. Elle vivait dans un manoir en banlieue, conduisait des voitures de luxe et ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde à quel point elle avait réussi. Moi, en revanche, j'étais la déception de la famille. Je suis tombée enceinte à 23 ans de Nora, et son père a disparu dès qu'il l'a su. Au lieu de terminer ma maîtrise en travail social, j'ai dû abandonner et faire plusieurs emplois pour subvenir à nos besoins. 2 ans plus tard, j'ai rencontré Tom, qui semblait être un homme bien. Nous nous sommes mariés, avons eu Miles, et pendant un certain temps, les choses ont semblé stables. Mais Tom s'est avéré avoir une addiction au jeu qui a détruit nos finances et finalement notre mariage. Au moment où j'ai divorcé de lui, j'étais noyé sous les dettes et j'avais du mal à garder la tête hors de l'eau. Tout au long de cette période, ma famille a clairement fait part de sa déception. Chaque réunion de famille était une occasion pour eux de me comparer à Belle. Chaque appel téléphonique comportait des pics subtils et moins subtils sur mes choix de vie. Mon père présentait Belle comme ma fille qui a réussi et moi comme mon autre fille. Ma mère me demandait constamment quand j'allais enfin reprendre ma vie en main et cesser d'être une telle honte. Le pire, c'était la façon dont ils traitaient mes enfants. Nora et Miles étaient des enfants doux, intelligents et bien élevés, mais parce qu'ils ne fréquentaient pas d'école privée et ne portaient pas de vêtements de marque, ma famille les traitait comme s'ils étaient en quelque sorte inférieurs. Les enfants de Belle, Madison et Logan, étaient considérés comme les petits-enfants dorés, tandis que mes enfants étaient souvent ignorés ou critiqués. Malgré tout cela, j'ai continué à me présenter. J'ai continué à essayer de maintenir une relation avec ma famille parce que je croyais que la famille était censée rester unie. Je pensais que peut-être un jour, ils verraient au-delà de leur jugement superficiel et reconnaîtraient la bonne personne que j'essayais d'être. Je travaillais comme assistante sociale dans un organisme à but non lucratif, aidant les enfants placés en famille d'accueil, mais pour eux, ce n'était pas assez prestigieux. J'élevais 2 enfants incroyables toute seule, mais pour eux, j'étais juste une mère célibataire qui avait fait de mauvais choix. La fête de départ à la retraite était censée être une célébration des 40 ans de carrière de mon père. Il avait invité 200 personnes, dont des collègues, des clients, des amis de la famille et de la famille élargie. Le lieu était un club de campagne haut de gamme, et tout était parfaitement organisé. Belle avait aidé à planifier l'ensemble de l'événement, en veillant à ce qu'il reflète le statut et la réussite de la famille. Je redoutais cette fête depuis des semaines. Je savais que ce serait une nouvelle occasion pour ma famille de mettre en valeur la perfection de Belle tout en soulignant mes échecs, mais Nora et Miles étaient impatients de voir leurs grands-parents et leurs cousins, alors je les ai habillés de leurs plus beaux vêtements et je me suis préparé à une autre soirée d'humiliation subtile. Lorsque nous sommes arrivés, les différences ont été immédiatement apparentes. La famille de Belle était vêtue de tenues de créateurs coûteuses, tandis que mes enfants et moi portions nos plus beaux vêtements de grands magasins. Belle s'est fait un devoir de saluer tout le monde avec des baisers aériens et de parler fort de ses récentes vacances en Europe. Ma mère s'est extasiée sur Madison et Logan, s'exclamant sur leur taille et leur beauté. Quand elle a vu Nora et Miles, son accueil a été sensiblement plus froid. « Oh, Elena est là, dit-elle, jetant à peine un coup d'œil à mes enfants. Je suppose que vous pouvez trouver un endroit où vous asseoir. » La soirée a continué sur cette lancée.
Pendant le cocktail, j'ai essayé de me mêler à la foule et de converser, mais je pouvais sentir le jugement dans la pièce. Les gens savaient que j'étais la fille à problème, et ils me traitaient en conséquence. Nora et Miles sont restés près de moi, sentant la tension. Le point de rupture est survenu pendant le dîner. Mon père prononçait un discours sur les réalisations de sa carrière et remerciait tout le monde pour son soutien. Il a parlé de sa fierté pour sa famille et de la façon dont elle l'avait motivé à réussir. Il a spécialement mentionné Belle et ses réalisations, la louant pour être un si merveilleux exemple des valeurs de la famille Mitchell. Puis, Nora, la douce Nora de 8 ans, a accidentellement renversé son verre d'eau. Ce n'était pas grave, juste un petit déversement qui aurait pu être facilement nettoyé, mais le visage de mon père est devenu rouge de colère. Il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase et a regardé notre table. « Tu ne peux pas contrôler tes enfants, siffla-t-il, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. » J'ai rapidement attrapé des serviettes et j'ai commencé à nettoyer le déversement. « Ce n'est rien, papa, c'était juste un accident. » Mais il n'avait pas fini. Pendant que je nettoyais, il a continué son discours, mais je pouvais voir qu'il était agité. Quand il a terminé, au lieu de s'asseoir, il s'est dirigé vers notre table. La salle était devenue silencieuse, sentant que quelque chose allait se passer. « Vous savez quoi » dit-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « J'en ai assez de ça. J'en ai assez d'être embarrassé par toi à chaque événement familial. » Je l'ai regardé, confuse. « Papa, de quoi tu parles ? Les enfants sont sages. » Sage, il rit amèrement. « Regarde autour de cette pièce, Elena. Regarde les gens ici. Ce sont des gens qui ont réussi, qui ont accompli des choses. Ils sont ici pour célébrer mes réalisations, et tu es ici avec tes. » Il fit un geste de la main dédaigneux vers Nora et Miles. Mon cœur battait la chamade. Nora et Miles regardaient leur grand-père avec de grands yeux effrayés. Je pouvais sentir toute la pièce nous observer. « Papa, s'il te plaît, dis-je doucement, pouvons-nous en parler plus tard ?» Mais il était au-delà de la raison. Le stress de la fête, l'alcool et des années de ressentiment accumulés avaient finalement débordé. « Non, nous allons en parler maintenant, dit-il, sa voix devenant plus forte. « Échec inutile, prends tes enfants poubelle et assieds-toi dehors, ou sors de ma fête. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. La salle a halté collectivement. J'ai vu des gens sortir leur téléphone, certains enregistrant, d'autres envoyant des SMS. Mon propre père venait d'appeler mes enfants aux poubelles devant 200 personnes. Avant que je puisse répondre, ma mère s'en mêla. Elle a toujours été une honte pour cette famille, dit-elle, sa voix froide. Et en fait, Franklin a raison. Certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place dans certains endroits. Belle, ma propre sœur, s'est mise à rire. Enfin, quelqu'un la remet à sa place, dit-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. J'attends ça depuis des années. L'humiliation était écrasante, mais en regardant mes enfants, Nora avec des larmes qui coulaient sur son visage, Miles agrippé à mon bras, quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé, pas avec colère, mais avec clarté. J'ai réalisé que je me battais pour l'approbation de personnes qui ne verraient jamais ma valeur. Je soumettais mes enfants à des abus émotionnels parce que je m'accrochais au fantasme d'une famille aimante qui n'avait jamais existé. Je me suis levé lentement, les jambes tremblantes. « Allez, les enfants, dis-je doucement. Allons-y. » Mais mon père n'avait pas fini. « Enfin, dit-il, peut-être que maintenant tu comprendras ça. »« Non, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Nous ne partons pas. » La pièce devint encore plus silencieuse, si cela était possible. Le visage de mon père devint rouge de rage. « Qu'est-ce que tu m'as dit ? » Nous ne partons pas, répétai-je, en le regardant droit dans les yeux. C'est censé être une fête de famille, et nous sommes une famille. Nous restons. C'est là qu'il a complètement perdu la tête. Devant 200 personnes, y compris ses collègues, ses clients et ses amis, mon père de 64 ans m'a giflé violemment. Le son a résonné dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. Nora a crié, Miles s'est mis à pleurer. Je pouvais entendre les gens halter et murmurer. Certains enregistraient définitivement maintenant, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, la joue brûlante, et j'ai regardé mon père avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'ai souri, pas un sourire heureux, mais le sourire de quelqu'un qui avait enfin vu la vérité clairement. Je me suis penché près de lui et j'ai murmuré, juste assez fort pour que les tables voisines l'entendent, tu viens de me perdre à jamais,
et tu n'as aucune idée de ce qui va suivre. Puis j'ai pris les mains de mes enfants et je suis sorti, la tête haute. Le trajet en voiture jusqu'à la maison s'est déroulé en silence, à l'exception du son des pleurs silencieux de mes enfants. Quand nous sommes arrivés à la maison, je les ai serrés tous les deux dans mes bras pendant qu'ils sanglotaient, et je leur ai fait une promesse, personne ne les traiterait plus jamais de cette façon, jamais. Cette nuit-là, après que Nora et Miles se soient endormis, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier, pas une vengeance, je ne suis pas ce genre de personne, mais la justice, les conséquences, la responsabilité. Voyez, voici ce que ma famille n'a jamais compris à mon sujet, je n'étais peut-être pas l'enfant chéri, mais j'étais intelligente, vraiment intelligente. J'avais passé des années à travailler dans les services sociaux, à gérer des cas difficiles, à apprendre à naviguer dans des systèmes complexes et à établir des relations avec des personnes qui savaient comment faire avancer les choses. J'avais aussi passé des années à être sous-estimé, ce qui signifiait que les gens avaient tendance à me négliger pendant que j'observais et j'apprenais tranquillement. La première chose que j'ai faite a été de contacter mon ami Jared, qui travaillait comme journaliste d'investigation pour le journal local. Jared essayait d'obtenir une entrevue avec mon père depuis des mois au sujet de certaines pratiques commerciales douteuses dans son entreprise, mais papa avait toujours refusé. J'ai appelé Jared cette nuit-là et je lui ai dit que j'avais peut-être des informations qui pourraient l'intéresser. Vous voyez, mon père avait commis une erreur cruciale au fil des ans, il pensait que j'étais trop stupide et trop insignifiante pour faire attention à ses affaires. Mais j'avais des oreilles, et j'écoutais. Chaque dîner de famille, chaque appel téléphonique, chaque conversation informelle m'avait donné des pièces d'un puzzle beaucoup plus grand. Je connaissais les comptes offshore. Je connaissais les prix gonflés des médicaments qui avaient fait les manchettes. Je connaissais les honoraires de consultation qui n'étaient pas tout à fait ce qu'ils semblaient être. Je connaissais les données des essais cliniques qui avaient été manipulés. J'entendais parler de ces choses depuis des années, mais je n'avais jamais rassemblé les pièces, jusqu'à maintenant. La deuxième chose que j'ai faite a été de commencer à tout documenter, chaque commentaire abusif, chaque geste de dédain, chaque façon dont ma famille avait traité mes enfants. J'ai tout écrit, avec les dates et les témoins. J'ai aussi commencé à contacter d'autres membres de la famille, des tantes, des oncles, des cousins, qui avaient été témoins des années d'abus émotionnels mais étaient restés silencieux. La troisième chose que j'ai faite a été de prendre un avocat. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille et en diffamation. L'humiliation publique que mon père m'avait infligée, à moi et à mes enfants, en particulier la gifle qui avait été enregistrée par plusieurs personnes, allait avoir des conséquences. Mais la chose la plus importante que j'ai faite a été de commencer à prendre soin de moi et de mes enfants. J'ai pris des rendez-vous de thérapie pour nous trois. J'ai commencé à documenter l'impact des abus de ma famille sur Nora et Miles. J'ai commencé à construire un réseau de soutien de personnes qui nous appréciaient et nous respectaient réellement. Le premier domino est tombé 5 jours après la fête de départ à la retraite. Quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, a publié une vidéo de mon père en train de me gifler sur les médias sociaux. La vidéo s'est rapidement répandue dans notre communauté locale, recueillant des milliers de vues et de partages dès le premier jour. Bien qu'elle n'ait pas atteint un statut viral massif, elle a gagné suffisamment de terrain localement pour que tous les membres de nos cercles sociaux et professionnels la voient. Les commentaires étaient massivement favorables à moi et condamnaient mon père. Le deuxième domino est tombé lorsque Jared a publié son premier article sur la société de mon père. Le titre était « Un cadre pharmaceutique local fait l'objet d'une enquête pour irrégularité financière ». L'article ne mentionnait pas moi ni la fête de départ à la retraite, mais il soulevait de sérieuses questions sur les pratiques de l'entreprise. Le troisième domino est tombé lorsque la société de mon père l'a mis en congé administratif en attendant une enquête. Cela a pris environ 10 jours, car les avocats de l'entreprise ont dû examiner attentivement la situation. Apparemment, le fait que votre employé agresse sa fille à la caméra devant 200 témoins, y compris des associés commerciaux, n'était pas bon pour l'image de l'entreprise. Le quatrième domino est tombé lorsque l'IRS a annoncé qu'elle ouvrait un audit des finances personnelles et commerciales de mon père. J'ai peut-être mentionné à Jared que mon père se vantait de sa comptabilité créative depuis des années, et Jared avait transmis cette information aux autorités compétentes. Le cinquième domino est tombé lorsque le club social de ma mère lui a demandé de démissionner de son poste au sein du conseil d'administration. Cela s'est produit environ 2 semaines après la fête. Apparemment, être marié à un homme qui agresse sa fille en public n'était pas le genre d'association qu'il voulait. À la fin de la 2e semaine, mon père avait perdu son emploi, sa réputation était en lambeaux et il faisait face à de multiples enquêtes. Mais je n'avais pas fini.
J'ai intenté une action en justice contre lui pour agression, diffamation et détresse émotionnelle. J'ai également déposé une ordonnance restrictive pour le tenir éloigné de moi et de mes enfants. La poursuite a été couverte par les médias locaux, et plus de détails sur l'incident de la fête de départ à la retraite ont été révélés. Belle, quant à elle, avait ses propres problèmes. La société d'investissement de son mari, Spencer, avait fait des affaires avec la société de mon père, et maintenant ils étaient tous les deux sous surveillance. Le stress affectait leur mariage, et Spencer était furieux que son association avec mon père nuise à sa carrière. Ma mère m'a appelé constamment pendant cette période, me suppliant d'arrêter ces bêtises et de penser à la famille. Elle ne comprenait pas pourquoi je réagissais de manière excessive à ce qu'elle appelait un désaccord familial mineur. Mineur, lui ai-je demandé lors d'un de ses appels. Il a traité mes enfants de déchets et m'a giflé devant 200 personnes. Tu trouves ça mineur? Il était juste frustré, dit-elle. Tu sais comment il est quand il est stressé. Non, maman, dis-je. C'est ce qu'il est. C'est ce que vous êtes tous, et j'en ai assez de faire semblant du contraire. La deuxième semaine a apporté d'autres révélations. Jared avait creusé plus profondément dans les affaires de mon père, et ce qu'il a trouvé était encore pire que ce que j'avais soupçonné. Il y avait des allégations de fixation des prix, de corruption et de dissimulation d'effets secondaires graves de médicaments. La FDA était maintenant impliquée, et il était question de accusations criminelles. Belle a finalement pris contact avec moi pendant cette période, non pas pour s'excuser, mais pour me reprocher de détruire la famille. Tu es heureuse maintenant, a-t-elle demandé quand elle a appelé. La carrière de papa est ruinée, maman est humiliée, les affaires de Spencer en souffrent, tout parce que tu n'as pas pu supporter une petite critique. Une petite critique, ai-je ri amèrement. Il a traité mes enfants de déchets et m'a frappé devant 200 personnes. Comment est-ce une petite critique? Tu étais dramatique, dit-elle. Tu as toujours été trop sensible. J'étais dramatique en défendant mes enfants? En refusant de les laisser être traités comme des déchets? Tu aurais dû partir quand il te l'a demandé, dit-elle. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu avais fait ce qu'il voulait. Cette conversation a été le dernier clou dans le cercueil de toute relation que j'aurais pu avoir avec Belle. Elle ne pouvait pas voir au-delà de son propre privilège et de son égoïsme pour comprendre que ce que notre père avait fait était fondamentalement mal. La troisième semaine a apporté les conséquences que j'attendais. Mon père a été formellement accusé de plusieurs chefs d'accusation de fraude et d'évasion fiscale. La société pharmaceutique pour laquelle il avait travaillé faisait face à des amendes massives et à la surveillance du gouvernement. Sa pension et ses prestations de retraite ont été gelées en attendant l'issue de l'enquête. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé au cours de la deuxième semaine et qui m'a vraiment montré à quel point cette situation était profonde. J'étais au travail un mardi matin lorsque ma superviseure, Melinda, m'a appelé dans son bureau. Je pensais avoir des ennuis. Après tout, ma vie personnelle avait été étalée sur les médias sociaux et les actualités locales. Au lieu de cela, Melinda a fermé la porte et s'est assise en face de moi avec une expression inquiète. « Elena, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi, dit-elle. As-tu déjà mentionné où tu travailles à ton père ou à ses associés? J'étais confuse. Je veux dire, il sait que je travaille pour les services à l'enfance, mais il n'a jamais montré d'intérêt pour les détails. Pourquoi? Melinda sortit un épais dossier. Parce que nous avons reçu des demandes très inhabituelles ces derniers temps. Il y a environ 3 mois, nous avons commencé à recevoir ce qui semblait être des demandes de renseignements de routine sur nos processus d'adoption et de placement en famille d'accueil. Quelqu'un prétendant faire des recherches sur les meilleures pratiques pour la fondation caritative d'une société pharmaceutique. Mon estomac s'est noué. Quel genre de demande de renseignements? Des questions détaillées sur nos procédures confidentielles, nos critères de retrait des enfants des foyers, nos processus juridiques. Au début, cela semblait légitime. Les entreprises font ce genre de recherche pour leurs initiatives de RCE. Mais hier, après que la situation de ton père a fait les manchettes, j'ai relié certains points. Elle ouvrit le dossier et me montra la correspondance. L'entête disait les Mitchell Pharmaceutical Consulting, une société dont je n'avais jamais entendu parler mon père. Elena, je pense que ton père a utilisé des informations sur nos familles vulnérables à des fins commerciales. Nous ne sommes pas sûrs de quoi encore, mais nous avons tout remis aux autorités. Je me suis senti mal. C'était une chose que mon père me traite mal,
mais l'idée qu'ils puissent avoir exploité les enfants et les familles pour lesquelles je travaillais pour les protéger était dévastatrice. Il y a plus, continua Melinda. Nous avons découvert que plusieurs familles qui avaient été signalées par ces consultants comme ayant des enfants avec des problèmes de comportement ont ensuite été approchées par des représentants de sociétés pharmaceutiques offrant des traitements expérimentaux, toujours des familles qui étaient désespérées et qui n'avaient pas les moyens de payer les soins de santé traditionnels. J'ai mis ma tête dans mes mains. Oh mon Dieu! Il m'utilisait. Nous ne pensons pas que tu étais impliqué, dit Melinda rapidement, mais nous pensons qu'il a peut-être utilisé ta position pour identifier les familles vulnérables. Elena, certains de ces enfants ont reçu des médicaments qui n'avaient pas été correctement testés. Au moins 3 familles envisagent des poursuites judiciaires. Ce soir-là, j'ai appelé Jared et je lui ai dit ce que j'avais appris. Il est resté silencieux pendant un long moment après que j'ai terminé. Elena, c'est plus gros qu'on ne le pensait, dit-il finalement. J'enquêtais sur la société de ton père pour fraude financière, mais s'il a utilisé des enfants placés en famille d'accueil comme sujet d'essai pour des médicaments expérimentaux, nous parlons de crimes fédéraux. Cela pourrait impliquer le FBI. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé des camionnettes de presse garées devant mon immeuble d'appartement. Un cadre local accusé d'avoir utilisé des enfants placés en famille d'accueil dans des expériences médicamenteuses était le titre de toutes les chaînes de télévision locales. Mon téléphone sonnait constamment, journalistes, avocats, enquêteurs, membres de la famille. J'ai dû emmener Nora et Miles chez mon amie Tara juste pour avoir un peu de paix, mais même là, le chaos nous a suivis. Belle est arrivée chez Tara vers midi, furieuse et désespérée. Tara a répondu à la porte et lui a dit que je ne voulais pas la voir, mais Belle l'a dépassée et m'a trouvé dans la cuisine. Tu dois arrêter ça, dit-elle, sa parfaite maîtrise de soi se brisant enfin. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Papa ne fait pas seulement face à des accusations de fraude maintenant, il parle de crimes fédéraux. Le cabinet de Spencer fait l'objet d'une enquête parce qu'il a géré certains des investissements de papa. Nos enfants sont harcelés à l'école. Madison est rentrée à la maison en pleurant hier parce que quelqu'un a traité son grand-père de maltraitant d'enfant. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Ses vêtements de créateur étaient froissés, son maquillage était étalé et ses mains tremblaient. Pour la première fois de notre vie, Belle avait l'air vulnérable. Je suis désolé que Madison soit blessée, dis-je doucement. Je n'ai jamais voulu que les enfants souffrent. Alors mets fin à ça, supplia-t-elle. Rappelle les avocats, parle aux journalistes, dis-leur que tout était un malentendu. Était-ce un malentendu quand il a traité mes enfants de déchets, ai-je demandé. Était-ce un malentendu quand il m'a frappé devant 200 personnes? Était-ce un malentendu quand il a utilisé mon travail pour exploiter des enfants vulnérables? Tu ne sais pas qu'il a fait ça, dit Belle faiblement. Oui, je le sais. Et toi aussi. Pense Jess. Toutes ces fois où il posait des questions anodines sur mon travail, toutes ces fois où il semblait soudainement intéressé par les familles que j'aidais, il recueillait des informations. Belle s'est affaissée sur une chaise, le combat la quittant. Spencer veut divorcer, dit-elle doucement. Il dit qu'il ne peut pas être marié à quelqu'un dont la famille fait l'objet d'une enquête fédérale. Il parle de prendre les enfants. Pendant un instant, j'ai eu pitié d'elle. Malgré tout, elle était toujours ma sœur, et elle souffrait. Mais ensuite, je me suis souvenu des larmes de Nora à la fête de départ à la retraite, et ma sympathie s'est durcie. Je suis désolé que tu traverses ça, dis-je, mais je ne sacrifierai pas la sécurité et le bien-être de mes enfants pour protéger papa des conséquences de ses actions. Je ne leur apprendrai pas que la loyauté familiale signifie accepter les abus. Belle est partie sans dire au revoir, mais pas avant de faire une dernière tentative désespérée pour me culpabiliser. Maman est à l'hôpital, dit-elle. À la porte, elle a eu une crise de panique hier. Le stress la tue. J'ai ressenti un pincement de culpabilité, mais je n'ai pas changé d'avis. Ma mère avait permis le comportement de mon père pendant des décennies. Elle avait participé aux abus émotionnels contre moi et mes enfants. Son stress n'effaçait pas cela. L'enquête sur les tests pharmaceutiques a commencé à prendre de l'ampleur au cours de la 3e semaine. Des agents fédéraux m'ont interrogé à 2 reprises, me posant des questions détaillées sur l'intérêt de mon père pour mon travail et sur le fait que j'avais remarqué des schémas dans ces questions. Je leur ai dit tout ce dont je me souvenais. Ils ont également interrogé Nora et Miles, en présence de psychologues pour enfants afin d'évaluer l'impact émotionnel du traitement de leur grand-père. Regarder mes enfants décrire leur peur et leur confusion à des étrangers était déchirant, mais c'était aussi une validation.
Des experts professionnels confirmaient ce que j'avais toujours su, que le comportement de mon père avait été psychologiquement dommageable. Le docteur Elias Navarro, le psychologue pour enfants qui a interrogé Nora, a demandé à me parler en privé après. Madame Selena, a-t-il dit, j'avais repris mon nom de jeune fille après le divorce, je veux que vous sachiez que vous avez fait le bon choix en protégeant vos enfants de cet environnement. Le niveau d'abus émotionnel qu'ils décrivent avoir subi de la part de leur grand-père et grand-mère aurait eu des effets psychologiques à long terme s'il avait continué. Il me disait toujours que je réagissais de manière excessive, ai-je dit. Vous ne réagissiez pas de manière excessive. Vous répondiez de manière appropriée à une situation inappropriée. Vos enfants font preuve d'une résilience remarquable, et c'est en grande partie parce que vous leur avez fourni un environnement stable et aimant malgré la dynamique familiale toxique. Pendant ce temps, le reportage de Jared avait attiré l'attention des médias régionaux. Quelques journalistes d'investigation de plus grands journaux ont commencé à se pencher sur l'histoire, en particulier sur l'angle pharmaceutique. Bien que ce ne soit pas une nouvelle nationale en première page, c'était suffisamment important dans notre région et au sein de l'industrie pharmaceutique pour causer de sérieux dommages à la réputation de mon père. L'histoire a pris une autre tournure dramatique lorsqu'une ancienne collègue de mon père, une femme nommée Dr Sahana Iqbal, s'est manifestée en tant que lanceuse d'alerte. Elle a révélé qu'elle documentait les pratiques contraires à l'éthique de mon père depuis des mois, mais qu'elle avait eu peur de parler en raison de son influence dans l'industrie. Franklin Mitchell était un tyran et un prédateur, a-t-elle déclaré aux enquêteurs. Il ciblait les populations les plus vulnérables parce qu'il savait qu'elles ne pouvaient pas se défendre. Il a utilisé la position de sa fille dans les services à l'enfance pour identifier les familles suffisamment désespérées pour accepter des traitements expérimentaux sans poser trop de questions. Le témoignage du docteur Iqbal était dévastateur. Elle avait des emails, des conversations enregistrées et des preuves documentées des stratagèmes de mon père. Elle a également révélé que l'incident de la fête de départ à la retraite n'avait pas été un accès de colère isolé. Mon père avait l'habitude de perdre son sang-froid et de devenir verbalement ou physiquement agressif envers les employés qui le contrariaient. J'étais à cette fête de départ à la retraite, a déclaré le docteur Iqbal aux journalistes. Je l'ai vu frapper sa fille, et j'ai su que je ne pouvais plus me taire. S'il pouvait faire ça à son propre enfant devant 200 personnes, imaginez ce dont il était capable à huis clos. Au fur et à mesure que la 4e semaine avançait, d'autres victimes se sont manifestées, des parents dont les enfants avaient reçu des médicaments expérimentaux qui avaient causé de graves effets secondaires, des familles qui avaient été approchées par les consultants de mon père pendant leurs moments les plus vulnérables. L'étendue de ces crimes devenait plus claire, bien que l'enquête complète prendrait clairement des mois. Plus important encore, pour moi personnellement, plusieurs autres membres de la famille ont commencé à me contacter. Ma tante Vivien, la sœur de mon père, a appelé pour s'excuser d'être restée silencieuse pendant des années. Mon cousin Mike, qui avait été témoin des abus lors des réunions de famille, a offert de témoigner en ma faveur. D'autres parents ont partagé leurs propres histoires sur la façon dont mon père les avait traités au fil des ans. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, m'a dit tante Vivien en larmes. Je l'ai regardé te démolir à chaque réunion de famille, et je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Mais quand j'ai vu cette vidéo de lui en train de te frapper, j'ai réalisé que j'étais complice de ces abus en restant silencieuse. Mon cousin Mike a été encore plus direct. Oncle Franklin a toujours été un salaud, a-t-il dit brutalement. Il traitait tout le monde comme s'ils étaient inférieurs à lui, mais il était particulièrement cruel avec toi. Je pense que c'était parce que tu lui rappelais trop grand-maman Estelle. Elle défendait toujours les opprimés, elle aussi. C'était la première fois que quelqu'un me comparait à ma grand-mère paternelle, décédée quand j'étais jeune. Selon Mike, grand-maman Estelle avait été une militante sociale qui travaillait avec des familles immigrées et s'était souvent heurtée à mon grand-père à propos de ses opinions conservatrices. Ton père détestait ça chez elle, a expliqué Mike. Il pensait qu'elle embarrassait la famille en fréquentant ces gens-là. Quand tu es devenue travailleuse sociale, cela a probablement déclenché tous ces vieux ressentiments. Ces conversations m'ont aidé à comprendre que le traitement que mon père me réservait n'était pas vraiment lié à mes échecs ou à mes lacunes. Il s'agissait de ses propres insécurités et préjugés. Il ne m'avait jamais considéré comme une personne digne de respect. Il m'avait vu comme une extension de tout ce qu'il détestait chez sa propre mère. J'ai réalisé que je n'étais pas la seule à avoir été blessée par le comportement de mon père, j'étais juste la première à me lever et à dire ça suffit. La 4e semaine a amené un visiteur inattendu à ma porte. C'était un jeudi soir, et j'aidais Nora à faire ses devoirs quand quelqu'un a frappé. À travers le Judas, j'ai vu ma mère se tenir sur le seuil de ma porte, l'air fragile et vaincu.
Je ne l'avais pas vue depuis la fête de départ à la retraite, bien qu'elle ait appelé des dizaines de fois. Une partie de moi ne voulait pas la laisser entrer, mais Nora avait entendu frapper et demandé qui c'était. Je ne pouvais pas expliquer à ma fille de 8 ans pourquoi sa grand-mère n'était pas la bienvenue chez nous. « Maman » ai-je dit en ouvrant la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle avait l'air terrible. Toujours impeccablement habillée et maquillée, ma mère avait maintenant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un mois. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux étaient sales et ses yeux étaient rouges et gonflés. « Puis-je entrer » a-t-elle demandé doucement. « S'il te plaît, Elena, j'ai besoin de te parler. » Contre mon gré, je l'ai laissé entrer. Nora et Miles étaient prudents mais polis, donnant à leur grand-mère des câlins hésitants avant que je ne les envoie dans leur chambre pour terminer leurs devoirs. Nous nous sommes assises dans mon petit salon, le silence s'étirant entre nous. Finalement, ma mère a parlé. « Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, a-t-elle commencé, mais ton père s'effondre. Il ne mange pas, dort à peine. Le médecin dit que sa tension artérielle est dangereusement élevée. Et tu es venu ici pour me dire ça parce que... Parce que j'espère que tu retireras les accusations, a-t-elle dit. Elena, c'est un vieil homme. Ce stress pourrait le tuer. Je l'ai regardé avec incrédulité. Maman, il a exploité des enfants placés en famille d'accueil. Il a utilisé mon travail pour identifier des familles vulnérables, puis a soumis leurs enfants à des médicaments expérimentaux. Certains de ces enfants ont été gravement blessés. Tu ne sais pas qu'il voulait que quelqu'un soit blessé, a-t-elle dit désespérément. L'intention n'a pas d'importance, ai-je répondu. Le mal a été fait, et tu me demandes de le laisser s'en tirer parce qu'il est stressé? Ma mère s'est mise à pleurer alors, et pendant un instant, je l'ai vue non pas comme une femme froide et critique qui avait permis les abus de mon père, mais comme une femme âgée effrayée dont le monde s'effondrait. Je ne sais pas comment être sans lui, a-t-elle chuchoté. Nous sommes mariés depuis 42 ans. Je ne sais pas qui je suis si je ne suis pas la femme de Franklin Mitchell. Il est peut-être temps que tu le découvres, ai-je dit doucement. Maman, tu as 67 ans. Tu es intelligente, capable, et tu as ta propre identité au-delà d'être la femme de papa. Mais d'abord, tu dois reconnaître ce qu'il a fait, pas seulement à ses familles, mais à moi et à mes enfants. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis, si doucement que je l'ai à peine entendu, elle a dit, « Je sais qu'il a eu tort de te frapper. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première fois qu'elle reconnaissait que le comportement de mon père était inacceptable. Ce n'était pas seulement les coups, maman, ai-je dit. C'était des années d'abus émotionnels. C'était traiter mes enfants de déchets. C'était me traiter comme si je ne valais rien parce que je ne répondais pas à ses critères. Je sais, a-t-elle dit, toujours en pleurant. Je sais, et je suis désolé. Je pensais que si je pouvais juste maintenir la paix, si je pouvais juste m'assurer qu'il était heureux, alors tout irait bien. Je n'avais pas réalisé à quel point ça te faisait mal. Ce n'était pas seulement moi qui avais mal, ai-je dit. Ça blessait Nora et Miles. Ils apprenaient qu'il était normal que les gens qui prétendent t'aimer te traitent mal. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Ma mère m'a raconté des choses que je n'avais jamais sues sur la propre enfance abusive de mon père, sur la pression qu'il avait toujours ressentie pour réussir, sur ses propres peurs et insécurités. Rien de tout cela n'excusait son comportement, mais cela m'a aidé à comprendre la dynamique qui avait façonné notre famille. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. « Je t'aime, Lena » a-t-elle dit. J'aurais dû le dire plus souvent. « Je t'aime aussi, maman » ai-je répondu, mais l'amour ne suffit pas s'il ne s'accompagne pas de respect et de protection. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat de mon père auquel je ne m'attendais pas. Franklin Mitchell voulait vous rencontrer personnellement. Absolument pas, fut ma première réponse. Madame Selena, a dit l'avocat, votre père est prêt à accepter l'entière responsabilité de ses actes. Il veut s'excuser et discuter de la manière de réparer ses erreurs. Il peut s'excuser au tribunal, ai-je dit. Il est également prêt à faire une confession complète. Cela aiderait les autres victimes à obtenir justice plus rapidement. Cela m'a fait réfléchir. Si mon père était prêt à tout avouer, cela accélérerait la procédure judiciaire pour les familles qui avaient été lésées. Leurs enfants pourraient obtenir les soins médicaux et l'indemnisation dont ils avaient besoin plus tôt. Après mûre réflexion et discussion avec mon propre avocat, j'ai accepté de rencontrer mon père dans un environnement contrôlé, une salle de conférence au palais de justice, avec nos 2 avocats présents et tout enregistré.
Je ne l'avais pas vu depuis la fête de départ à la retraite, et j'ai été choqué par son apparence. Comme ma mère, il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Il était plus mince, fragile, et sa posture arrogante habituelle avait été remplacée par un affaissement vaincu. « Elena » a-t-il dit quand je suis entré, sa voix à peine audible. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise en face de lui et j'ai attendu. « Je sais que tu ne crois probablement pas ça » a-t-il commencé, mais je n'ai jamais eu l'intention qu'aucun enfant soit blessé. Mais ils ont été blessés, ai-je dit simplement. Tes intentions ne changent rien à cela. Il a hoché la tête. Tu as raison. J'ai pris de terribles décisions, et des innocents en ont souffert à cause d'elles. J'ai laissé mon ego et ma cupidité prendre le dessus sur mon jugement. Qu'en est-il de Nora et Miles, ai-je demandé. Qu'en est-il de la façon dont tu les as traités toute leur vie? Cela a semblé briser quelque chose en lui. Il a mis sa tête dans ses mains et a commencé à pleurer, pas les larmes manipulatrices auxquelles je m'attendais peut-être, mais des sanglots profonds qui secouaient son corps. Je me vois en eux, a-t-il dit quand il a pu parler à nouveau. Nora a le côté têtu de ta grand-mère, et Miles a ce cœur doux que j'ai toujours pensé être une faiblesse. J'essayais de les endurcir, mais je réalise maintenant que je ne faisais que transmettre la même cruauté que mon père m'a montrée. Ils n'avaient pas besoin d'être endurcis, ai-je dit. Ils avaient besoin d'être aimés et soutenus. Je le sais maintenant, a-t-il dit. Elena, je vais plaider coupable à toutes les accusations. Je vais coopérer pleinement à l'enquête. Je vais faire tout ce que je peux pour aider les familles que j'ai blessées à obtenir justice et une indemnisation. C'est ce que tu devrais faire, ai-je dit, mais cela n'annule pas les dégâts. Je le sais, et je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais, mais j'ai besoin que tu saches que je suis fier de toi. J'étais stupéfaite. En 32 ans, mon père n'avait jamais dit qu'il était fier de moi. Tu as défendu tes enfants alors que je n'ai pas réussi à défendre les miens, a-t-il continué. Tu les as protégés de moi, ce que j'aurais dû faire pour toi quand je grandissais avec mon père. Tu es une meilleure mère que je ne l'ai jamais été. La réunion a duré 2 heures. Mon père a tout avoué, les crimes financiers, l'exploitation de familles vulnérables, des années d'abus émotionnels. Il a également révélé des détails qui aideraient l'enquête. Bien que je sache que la procédure judiciaire complète prendrait de nombreux mois, voire des années, à se terminer, quand ce fut fini, je me suis senti émotionnellement épuisé mais aussi étrangement plus légère. Pour la première fois de ma vie, mon père m'avait vu clairement, non pas comme une déception ou un échec, mais comme une femme forte qui avait protégé ses enfants. À la fin de la 4e semaine, l'enquête criminelle s'était étendue pour inclure des accusations de blanchiment d'argent, de complot et de violation des réglementations fédérales sur les tests de médicaments. La confession de mon père avait ouvert de nouvelles voies d'enquête qui finiraient par impliquer plusieurs autres dirigeants, bien que ce processus ne fasse que commencer. La poursuite civile progressait également. Mon avocat était confiant que nous parviendrions à un règlement favorable, bien qu'il m'ait averti qu'il pourrait falloir 6 mois à 1 an pour finaliser. Les autres familles qui avaient été lésées avaient également engagé des poursuites judiciaires, et leurs affaires prendraient probablement encore plus de temps à être résolues. Mais le moment le plus satisfaisant est venu quand j'ai reçu un appel de l'avocat de mon père me demandant des nouvelles d'une réconciliation et de l'avancement en tant que famille. J'ai ri si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Vous pouvez dire à mon père que je pensais ce que j'ai dit ce soir-là, ai-je dit à l'avocat. Il m'a perdu pour toujours. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a que les conséquences de ses choix. L'avocat a essayé d'expliquer que mon père était désolé et voulait réparer ses erreurs. S'il était désolé, ai-je dit, il m'aurait appelé lui-même au lieu d'envoyer son avocat. Mais il n'est pas désolé. Il est juste désolé de s'être fait prendre. Maintenant, 6 mois plus tard, voici où en sont les choses. Mon père a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation fédéraux et attend son procès. La procédure judiciaire est lente, comme ces choses le sont toujours, mais le dossier contre lui est solide. Il risque potentiellement 15 ans de prison s'il est reconnu coupable. Son entreprise a été fermée, et il a perdu sa pension et ses prestations de retraite. Ma mère a ses propres problèmes juridiques pour sa participation à la dissimulation d'actifs, bien que son cas soit moins grave que le sien. Le mariage de Belle et Spencer a survécu, de justesse, mais seulement après des mois de conseils et Spencer prenant ses distances complètement avec les affaires de mon père. Leur relation avec mes parents a été irrémédiablement endommagée. La poursuite civile a abouti à un règlement favorable après 4 mois de négociations.
Bien que je ne puisse pas discuter du montant spécifique en raison des accords de confidentialité, je peux dire que l'avenir de mes enfants est assuré. Nora et Miles pourront aller à l'université sans stress financier, et nous avons pu déménager dans un meilleur quartier avec d'excellentes écoles. Plus important encore, les autres familles qui ont été lésées obtiennent également justice. Leur poursuite progresse, et les sociétés pharmaceutiques impliquées sont tenues responsables. Plusieurs enfants qui ont reçu des médicaments expérimentaux reçoivent les soins médicaux continus dont ils ont besoin, payés par les fonds de règlement. J'ai aussi découvert quelque chose d'incroyable, quand vous arrêtez d'essayer de gagner l'approbation des gens qui ne vous la donneront jamais, vous vous ouvrez à des relations avec des gens qui vous apprécient réellement. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai commencé à sortir avec un homme merveilleux nommé Alex qui traite mes enfants comme s'ils étaient précieux, et j'ai même été promu au travail. Nora et Miles s'épanouissent. Ils sont plus heureux, plus confiants, et ils ont cessé de marcher sur des œufs tout le temps. Nora m'a dit la semaine dernière qu'elle était fière de moi de m'être opposé à grand-père. Miles m'a dessiné une photo de notre famille, juste nous trois, avec les mots « Nous sommes forts » écrits au crayon. Le meilleur, c'est que je dors paisiblement la nuit. Pour la première fois de ma vie adulte, je ne suis pas constamment inquiète de décevoir ma famille ou de répondre à leurs normes impossibles. Je ne soumets pas mes enfants à des abus émotionnels au nom du maintien des relations familiales. Je suis libre. Est-ce que je regrette ce qui s'est passé? Pas une seconde. Est-ce que je souhaite que mon père ait été un meilleur homme? Bien sûr. Mais je ne peux pas changer qui il est. Je peux seulement contrôler la façon dont je réagis à qui il est. Le soir de la fête de départ à la retraite, mon père pensait qu'il me remettait à ma place. Il pensait qu'il me montrait, à moi et à tous les autres, que je ne valais rien et que mes enfants étaient des déchets. Au lieu de cela, il a révélé son vrai caractère à 200 personnes et m'a donné la motivation dont j'avais besoin pour enfin me défendre et défendre mes enfants. Il avait raison sur une chose, je suis différente du reste de ma famille. Je ne suis pas disposée à sacrifier le bien-être de mes enfants pour les apparences. Je ne suis pas disposée à rester silencieuse pendant que je suis maltraitée. Je ne suis pas disposée à prétendre que la cruauté est acceptable si elle vient de la famille. Mon père m'a traité d'échec inutile, mais j'ai appris que le succès ne se mesure pas à l'argent ou au statut. Il se mesure à la façon dont vous traitez les gens que vous aimez, à la façon dont vous défendez ce qui est juste et à la façon dont vous protégez ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. En fin de compte, je ne me suis pas vengé de mon père. J'ai simplement permis à la vérité d'être révélée. J'ai arrêté de le couvrir, arrêté de trouver des excuses et arrêté de le protéger des conséquences de ses actes. Le reste s'est fait naturellement. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être une victime plus longtemps. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de sourire à travers la douleur et de murmurer « Tu viens de me perdre pour toujours ». Et vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient. Et parfois, ce qui s'en vient, c'est la justice, la liberté et la chance de bâtir une vie meilleure pour vos enfants. 3 semaines plus tard, je souris toujours, mais maintenant c'est un vrai sourire, le sourire d'une femme qui connaît sa valeur et refuse d'accepter quoi que ce soit de moins que ce qu'elle mérite. L'héritage familial de succès et de prestige des Mitchell est terminé, mais l'héritage que je bâtis pour mes enfants, un héritage de force, d'intégrité et de défense de ce qui est juste, ne fait que commencer.